chers étudiants les Bac 2, bonjour mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif de mettre en évidence la nature de l'information génétique. Si vous vous rappelez très bien mes chers élèves, dans les dernières capsules, on a pu déterminer à travers les expériences de mérotomie sur l'acétabulaire, à travers les expériences aussi de greffage de noyaux d'acétabulaire d'espèces différentes, à travers l'expérience de mérotomie chez l'amibe et l'expérience de Gourdon, on a pu conclure, on a pu déterminer la localisation de l'information génétique. L'information génétique, elle se trouve dans le noyau. Ça, c'est clair. Vous l'avez bien compris. Mes chers élèves, le noyau, il est considéré comme la tour de contrôle. Oui, c'est la tour de contrôle de la cellule. Je viens de le dire, il contient la grande part de l'information génétique. Cette dernière, elle est organisée en quoi? Elle est organisée en chromosomes pendant la mitose et en chromatine lors de l'interphase. Ça, on l'a vu. Mais, mes chers élèves, pendant très longtemps, on a ignoré la nature chimique de l'information génétique de la cellule. Oui, effectivement, on le sait, l'information génétique, elle se trouve dans le noyau, mais on ne savait pas sa nature chimique. Est-ce qu'il s'agit des protéines? Est-ce qu'il s'agit des sucres, des acides nucléiques? Donc, la nature chimique de l'information génétique de la cellule, on l'a ignorée. Pour trouver cette nature, des expériences ont été réalisées. Donc, à partir de 1921, des expériences réalisées, je dirais, chez des bactéries, ils nous ont permis d'affirmer qu'en 1952, la nature de l'information génétique. On va tous ensemble, mes chers élèves, découvrir ces expériences. Je vais commencer par les travaux du microbiologiste anglais, le microbiologiste anglais Griffith. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Griffith, mes chers élèves? Griffith, comme vous voyez, en 1928, Fred Griffith, qui est un microbiologiste anglais, travaillait sur 12 souches de pneumocoques. Qu'est-ce que c'est pneumocoques? Pneumocoques, mes chers élèves, ce sont des bactéries responsables de la pneumonie. Oui, ce sont des bactéries responsables de la pneumonie, une maladie qui touche les poumons. Donc, Griffith, il a travaillé sur deux catégories, deux souches de pneumocoques afin... Quel est le but de ce travail? Il veut trouver un vaccin. Oui, il veut trouver un vaccin contre la pneumonie. Il veut trouver un vaccin contre la pneumonie. Vous devez le savoir, la pneumonie, c'est une infection respiratoire aiguë affectant les poumons. Donc, c'est très grave, c'est très mortel. Donc, Griffith, il a son objectif de trouver un vaccin. Donc, il a travaillé sur deux souches, sur deux pneumocoques, deux types de pneumocoques. Première souche, utilisée par Griffith, donne en culture sur une boîte gélosée, si on prépare un milieu de culture, une boîte de gélose, la première souche, il donne des colonies, comme vous voyez, d'Aspelis, que je vais nommer des colonies de type S smooth. Donc, vous voyez, regardez, c'est ça. Voilà la première souche des colonies de bactéries S qui sont pathogènes, qui sont mortelles. Pourquoi ils sont mortels? Pourquoi ils sont pathogènes? Comme vous voyez, ces pneumocoques, ces bactéries S, ces bactéries pathogènes, ils possèdent une capsule, comme vous voyez. OK? Oui, mes chers élèves, retenez ça. L'image, elle est bien réglée. Donc, oui, les bactéries S
sont caractérisés par le fait qu'ils synthétisent une capsule. C'est quoi une capsule? C'est une épaisse enveloppe de polysaccharides qui entoure certaines espèces de bactéries. Voilà, cette capsule-là. Mais quel est l'intérêt de cette capsule? Cette capsule, elle peut protéger les bactéries contre le système immunitaire de l'organisme qu'il envahit. Oh, vous avez compris. Cette capsule-là, cette enveloppe de polysaccharides, il protège les bactéries S contre le système immunitaire. Ok, ça c'est la première souche. La deuxième souche sur laquelle Griffith il a travaillé, ce sont, comme vous voyez, des bactéries que je vais nommer des colonies d'aspergillus. Donc lorsqu'ils ont cultivé dans un milieu de gélose, ils ont donné des colonies, un amas de bactéries d'aspect qu'ils ont un aspergillus, c'est-à-dire des colonies de type R, ROF. Comme vous voyez, voilà la photo qui montre des bactéries R, mais qui sont non pathogènes. La caractéristique de ces bactéries, c'est qu'ils ne possèdent pas de capsule, comme vous voyez, à la différence avec les bactéries R. Donc, regardez, mes chers élèves, résumons. Qu'est-ce qu'il veut Griffith? L'intérêt de Griffith, c'est de trouver un vaccin contre la pneumonie. Parce que c'est une infection respiratoire aiguë qui affecte les poumons, qui est mortelle. OK? Et aussi, il veut déterminer la nature de l'information chimique, la nature de l'information génétique. Il a travaillé sur quoi? Sur deux souches de bactéries, de pneumocoques. Une bactérie S qui possède une capsule, une bactérie R qui ne possède pas de capsule. Parce que ces bactéries R, ils sont dépourvues, mes chers élèves, d'une enzyme essentielle à la synthèse de cette capsule, car ils n'ont pas la recette pour synthétiser cette enveloppe-là. Donc, l'expérience, elle est bien claire. Passons maintenant au protocole expérimental. Résumons ce qu'on vient d'apprendre tout maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Que les pneumocoques sont des bactéries responsables de la pneumonie. Première des choses. Deuxième des choses, il existe deux souches. Il existe les pneumocoques pathogènes possédant une paroi recouverte d'une capsule. Et voilà. Ce sont des bactéries qui sont appelées des bactéries S en anglais smooth, c'est-à-dire lisses. C'est ça. Et la deuxième souche, ce sont les pneumocoques non pathogènes, c'est-à-dire ils ne causent pas la maladie. Quelle est la caractéristique de ces pneumocoques? Comme vous voyez, ils sont dépourvus de capsules. Ils sont nommés des bactéries R, ROV in English, en français rugueuses. C'est clair? Donc, on va lire le protocole expérimental de l'expérience de Griffith qui a pour objectif l'identification du matériel génétique. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Griffith? Elle a pris, comme vous voyez dans la première, donc 4 expériences. Je vais commencer par analyser expérience par expérience. Donc, elle a pris les pneumocoques S vivants et les a injectés à une souris. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on est en train d'analyser, vous savez, ça veut dire quoi l'analyse? C'est-à-dire, on va essayer d'observer les résultats de l'expérience et de les décrire d'une manière simple et explicite. Donc, il a injecté, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que chez des souris, l'injection des bactéries de type S conduit à quoi? À la mort de la souris. Ou bien l'injection des pneumocoques S, l'injection des pneumocoques S, elle est mortelle. Comme vous voyez, la souris meurt. D'une autre manière, mes chers élèves, formulons une autre phrase. Je peux dire que l'injection des pneumocoques S vivants, des bactéries S, conduit à la mort de la cellule. Lorsque j'injecte les pneumocoques R vivants à une souris, je vois que la souris reste vivante.
La souris reste vivante. C'est-à-dire que le pneumocoque R, ils n'ont pas mortel. Ils ne causent pas la mort de la souris. L'injection des bactéries R vivants, on observe que la souris, il reste, comme vous voyez, la souris, il reste vivante. Donc, cette souris, mes chers élèves, qui reste vivante, pourquoi elle reste vivante? Parce que, l'explication que je peux présenter, son immunité, il intervient pour réduire le nombre de bactéries R dans le corps. Oui, son immunité, il intervient pour réduire le nombre de bactéries R dans le corps. Je suis en train d'analyser, après je vais donner les conclusions. Je passe à l'expérience 3. Qu'est-ce que je fais dans l'expérience 3? J'ai pris des pneumocoques S tués par la chaleur. Je les injecte à une souris. Qu'est-ce que je vois? La survie de la souris. La souris ne meurt pas. Donc, l'injection des bactéries S tuées par la chaleur ne conduit pas, comme vous voyez sur le schéma, la cellule elle est vivante, cette injection ne conduit pas à la mort de la souris. C'est clair? Passons à l'expérience 4, la dernière expérience. On a pris des pneumocoques S tués par la chaleur, plus on les a mélangés avec des pneumocoques R vivants. On les a injectés à une souris. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que la souris meurt. C'est-à-dire que l'injection du mélange de bactéries R vivants et de bactéries S tuées par la chaleur conduit à la mort de la souris. Donc, on est en train maintenant de faire quoi, mes chers élèves? On est en train d'analyser. Passons maintenant à l'explication. Comment vous allez m'expliquer la mort de la souris dans la première expérience? Quelle explication vous allez présenter? Oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'injection des pneumocoques S vivantes conduit à la mort de la souris dans l'expérience 1. Pourquoi? Ça veut dire que la souris S, elle est comment? Elle est pathogène. La souris S, elle est mortelle. Pour cette expérience, on peut déduire que cette souche qui est la souche S, cette souche de pneumocoque S, quelle est sa caractéristique? Elle est dotée de quoi, comme vous voyez? Elle est dotée d'une capsule. Donc, cette souche S dotée de capsule, elle est pathogène, elle est mortelle. Comme vous voyez, la souris, elle est morte. OK? Lorsque je passe à l'expérience 2, quelle est la conclusion que je peux tirer? Je peux dire, ou bien je peux déduire que la souche de pneumocoque R vivante, elle est non pathogène. Comme vous voyez, elle est non pathogène pour la souris. Elle est non pathogène, la souris, elle est vivante. Passons à la troisième expérience. La troisième expérience, quelle est la conclusion qu'on peut représenter? Donc, pour la troisième expérience, on déduit que les pneumocoques S, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les pneumocoques S, mais qui sont tués par la chaleur, et on les a injectés. Donc, on déduit que les pneumocoques S, ils perdent leur pouvoir pathogène. Ils perdent leur pathogénicité. Ils perdent leur aptitude à rendre malade. Parce que ils ont été tués par la chaleur. C'est clair? Donc la chaleur, il fait perdre aux pneumocoques S leur virulence, leur pathogénicité. Et de cette manière-là, la souris survit. La souris survit, il ne meurt pas. La quatrième expérience. Donc, la quatrième expérience. On a injecté un mélange de bactéries S tuées par la chaleur, plus des pneumocoques R vivantes. On observe que la souris, elle est morte. Donc, quelle est la conclusion?
qu'est-ce qu'on peut déduire, mes chers élèves? On déduit que l'un des constituants de la bactérie S, permet à des bactéries R de construire une capsule et de se transformer ainsi en bactérie S. OK? Parce que nous, on le savait déjà. Si on se base sur cette expérience-là, là, on a injecté des pneumocoques S tués par la chaleur et la souris, elle vit, il survit, il ne meurt pas. Mais là, on a mélangé les bactéries S avec les bactéries R et il est morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose, je ne sais pas, il s'agit de quoi? Quelque chose, ou bien, je peux dire, l'un des constituants de bactéries S, qu'ils ont nommé, à l'époque, ils l'ont nommé, c'est le principe transformant par Griffith, parce que c'est l'expérience attribuée au scientifique Griffith. Donc, l'un des constituants des bactéries S il a permis de quoi ce constituant de bactéries S? Il a permis à des bactéries R de construire, c'est-à-dire ces bactéries R, ils vont construire une capsule, ils vont se transformer en bactéries S. C'est-à-dire il y avait eu une transformation des bactéries R en bactéries S. Mais, c'est quoi cette matière-là? On se pose la question. Donc, comme conclusion, mes chers élèves, il fallait donc conclure que, au contact des bactéries S mortes, parce qu'elles ont été tuées par la chaleur, au contact des bactéries S mortes, les bactéries R s'étaient transformées en bactéries S. S'étaient transformées en bactéries S mortelles, bien vivantes. Donc, quelque chose se passe. Une information, je le dis, une information de S est passée dans les bactéries R et les a transformées en bactéries S. C'est une information, retenez ça. Les bactéries S ainsi formées, comme vous voyez, elles vont se multiplier, donnant d'autres bactéries, comme vous voyez, et donnant d'autres bactéries S. Donc, cette information, il se transmet donc d'une façon héréditaire. Cette information, retenez, il se transmet d'une façon héréditaire. Donc, à cette époque-là, en 1928, le facteur responsable de cette transformation, le facteur responsable de cette modification, ils l'ont appelé, à l'époque, ils l'ont appelé principe actif ou bien principe transformant. Mais ils ignoraient la nature de ce principe transformant. Est-ce qu'il s'agit de protéines? Est-ce qu'il s'agit de lipides? Est-ce qu'il s'agit des glucides? Est-ce qu'il s'agit des acides nucléiques? Donc, jusque-là, les travaux de Griffith s'arrêtent. Griffith, il nous a pu nous montrer qu'il y avait une transformation bactérienne. Griffith, il nous a pu montrer qu'il y a quoi? Il y a une transformation. Il y a un facteur responsable de cette transformation qu'ils l'ont nommé à l'époque le principe actif ou bien le principe transformant. Mes chers étudiants Bac 2, pour mettre en évidence la nature chimique de ce principe de transformant, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour découvrir la nature de ce principe transformant. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore, à bientôt.